je trouve intéressant la question que vous me posez sur la question on est poutiniste ou pas. D'abord, pour être tout à fait clair, j'ai aucune affiliation avec la Russie, ni famille, ni amis, ni je ne sais quoi. Et je ne m'intéresse pas beaucoup à la vie de M. Poutine, ni même à ses opinions politiques. À vrai dire, c'est quelque chose qui m'est totalement égal, pour être tout à fait sincère. Pas plus que je m'intéresse d'ailleurs à Zelensky. Hein, ses idées politiques, tout ça, m'intéressent pas vraiment, à vrai dire. J'essaie simplement de prendre, d'analyser les décisions que l'un et l'autre prennent, c'est tout. Mais les tendances politiques, qu'ils soient de gauche, de droite, tout ça ne m'intéresse en soi pas du tout. Pour les deux. Enfin, pour la plupart des gens, d'ailleurs, quand je fais une analyse géopolitique, ça n'est pas par rapport à la qualité des gens eux-mêmes. C'est par rapport à la qualité de la décision. Et ça, c'est très important aussi. Vous devez comprendre. Et ça, c'est un élément qui est très important. Il y a d'autres analystes. Si vous prenez Xavier Moreau, par exemple, qui est aussi connu pour ses analyses. Alors lui, il est français, il vit en Russie, il est marié avec une femme russe, il a une famille russe, il a un passeport russe, il vit là-bas, enfin, il partage son temps entre la France et la Russie. Donc voilà, des gens qui... Alors, c'est sa patrie d'adoption, il a une position qui, elle, alors, est très nettement pro-russe, mais de nouveau, personnellement, c'est pas une chose qui me dérange parce que il a fait un choix. Mm. Il a immigré pour différentes raisons, personnelles entre autres, et c'est en soi tout à fait respectable. Et Mais pourquoi de est-ce qu'on le nouveau, considère comme un agent informationnel à la solde du Kremlin alors? bah, c'est-à-dire que le problème, c'est que, alors attendez, alors déjà, je reviens à Monsieur Moreau. Donc là, vous avez des gens qui ont des liens, comme vous avez de l'autre côté, du côté de l'Ukraine, vous avez des gens qui ont des liens. C'est comme Madame, il y a une commentatrice sur LCI qui est d'origine ukrainienne, je ne me rappelle même pas son nom. J'entends, pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce qu'elle ait un autre avis qu'un avis pro-ukrainien? C'est logique. Le problème, c'est pas elle. Le problème, c'est que la chaîne de télévision devrait avoir en face d'elle ou avec elle un équivalent, son symétrique russe, pour pouvoir donner un jugement. Mais je juge pas quelqu'un, d'ailleurs je ne l'ai jamais fait dans aucun de mes livres, je ne critique cette rédactrice ou commentatrice, je ne sais pas exactement quel est son statut à LCI, qui est d'origine ukrainienne. Elle a des idées qui sont liées à son pays. Je ne peux que le comprendre. Le problème ici, c'est la chaîne, c'est pas le commentateur. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'étais ukrainien, je me battrais du côté des Ukrainiens. Si j'étais russe, je me battrais du côté des Russes. Mais vous voyez, par exemple, là, j'ai reçu un email hier ou avant-hier, d'ailleurs, qui me dit, mais comment vous pouvez dire ça alors que du côté ukrainien, c'est des bandéristes, etc. Hein. Attends, vous êtes un démocrate et pourtant, mais je dis, non, mais c'est pas la question. Mm. C'est pas la question. Si, je pense que les gens qui se battent du côté ukrainien, d'abord, c'est pas que des bandéristes, c'est aussi ce que je lui ai répondu d'ailleurs. C'est pas que des bandéristes, mais il y a beaucoup de gens qui, bah, ils font leur devoir de citoyen. Quand vous vous battez comme soldat, vous vous battez pas pour. C'est un soldat français qui est engagé quelque part, il se bat pas pour Macron, il se bat pour la France. Mm. C'est ça. Si moi je devais me battre pour la Suisse, bon, maintenant j'ai un peu passé l'âge, vous allez me dire, mais si je vais me battre pour la Suisse, je ne me bats pas pour Ignacio Cassis. Et l'approche du conflit doit être la même, c'est-à-dire que quand je regarde le conflit, je comprends que les uns et les autres ont un parti pris, ce qui est logique. Moi, je suis, bon, suisse, bien sûr, européen, si vous voulez, qui me permet d'avoir un regard qui est, euh, qui est non partisan sur ces choses. Alors, dans ce regard non partisan, quand je regarde ce qui se passe, si vous lisez mes livres, vous verrez qu'il n'y a pratiquement pas de source russe. Il n'y a pratiquement pas de source russe. Donc, je fais attention précisément pour qu'on ne puisse pas me dire que je relais des idées La ou des propagande informations russe. du Kremlin. Et si vous regardez mes documents, pratiquement toutes les sources sont soit américaines, bon, ça c'est clair, soit ukrainiennes. Pourquoi? Et c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où
les gens qui disent j'ai raconté n'importe quoi, etc., etc. Non, c'est eux qui sont très mal informés. Parce que ce que vous avez concernant la question du conflit ukrainien, c'est en réalité, on a deux types d'informations qui nous viennent d'Ukraine. On a l'information officielle, qui est une information alors, qui vient des bureaux de Zelensky et qui est littéralement de la propagande, quelquefois même des informations. Et puis, on a la presse ukrainienne qui, naturellement, est contrôlée, comme dans tous les pays où il y a de la guerre. C'est la même chose en Russie, d'ailleurs. C'est la même chose même chez nous, où il n'y a pas de guerre. Donc, ça, Je ne peux pas vous contredire. c'est assez cocasse, d'ailleurs. Mais bon, on peut comprendre que dans des pays en guerre, il y a un certain contrôle de l'information. Mais quand vous regardez même en Ukraine, ils racontent des choses qui confirment ce que disait. Et d'ailleurs, je lisais récemment un article, c'était, je ne me rappelle plus exactement le sujet, ça concernait évidemment les phases de conflit actuelles, la situation sur le front, etc. Vous avez même la presse ukrainienne qui se réfère, qui renvoie, donc il y a des liens qui renvoient à la presse russe. Mm. Donc les journalistes ukrainiens sont beaucoup plus honnêtes que nos propres journalistes sur cette question-là. Et il y a beaucoup de domaines où, effectivement, on n'a qu'une information très partielle de ce qu'il y a. Vous prenez l'exemple des troupes russes. Des troupes russes en Ukraine en 2015, au moment où les accords donc après 2014, et où où il y a eu les accords de Minsk qui étaient signés, Minsk 1 et 2. Alors, j'ai dit dans mes livres qu'il n'y avait pas de troupes russes, parce que j'étais à l'OTAN à ce moment-là, on n'avait aucun rapport sur des troupes russes en Ukraine. L'OTAN n'avait aucun rapport sur des troupes russes en Ukraine. Aucun. Il y avait des troupes russes en Crimée, mais ça c'était tout à fait conforme d'ailleurs, et rien n'indique que les Russes ont dépassé les quotas qui étaient prévus par les accords signés entre l'Ukraine et la Russie. Je parle de la Crimée. Pour le Donbass, on n'a jamais reçu un seul rapport qui disait qu'il y avait effectivement des troupes en Russie. Alors, en Ukraine. Alors, il y a eu des photos publiées par Bellingcat, etc., mais qui d'ailleurs sont avérées fausses. Et d'ailleurs, je l'avais démontré dans un de mes premiers livres, d'ailleurs. Et plus personne n'en a parlé. Et alors, ça, vous allez me dire. Mais la Crimée, c'est l'Ukraine, non? Enfin, peut-être que cela dépend de... Le problème... Alors, il y a deux choses. Il y a le Donbass, parce que quand vous regardez la carte, donc on a deux événements en 2014. Hein. Il y a ce qui se passe en Crimée, qui est sui generis, parce que la Crimée a une histoire séparée, si on peut dire, de l'Ukraine, dans la mesure où, et de nouveau, par exemple, ça, c'est un élément que jamais aucun historien ou commentateur ne mentionne. Et il ne mentionne pas pour une bonne raison, c'est que ça nuirait à tout le narratif. En réalité, la Crimée avait été détachée de l'autorité de Kiev juste avant que l'Ukraine devienne indépendante, c'est-à-dire en janvier 1991. Et c'est à partir de là qu'il y a eu un bras de fer. Donc en janvier 1991, la Crimée, par référendum, le premier référendum, c'était encore l'Union soviétique à l'époque, et c'était le premier référendum d'autonomie qu'il y a eu en URSS. Et à la suite de ce référendum, la Crimée est devenue la République socialiste autonome soviétique de Crimée. Un statut qu'elle avait d'ailleurs avant 1954, durant la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 1954, au moment où elle avait été donnée par Khrouchtchev à l'Ukraine. Mais vous n'avez personne qui parle de ce référendum de 1991. Parce qu'évidemment, ça nuit, parce que depuis 1991, ce qui s'est passé, c'est que l'Ukraine, devenue indépendante quelques mois plus tard, a voulu récupérer la Crimée. Et en fait, en 1995, c'est l'Ukraine qui a finalement annexé la Crimée. Parce que la Crimée avait fait une déclaration d'indépendance et de souveraineté, fait une déclaration de souveraineté en fin 1991 et une déclaration d'indépendance en 1992. Mais ces déclarations ont été balayées militairement par l'Ukraine qui a
qui est intervenu, qui a renversé le président de Crimée en 1995, si ma mémoire est bonne, 94 ou 95, et qui a pris le contrôle de la Crimée. Et c'est pour ça que la Crimée est un peu sui generis dans cette affaire, et c'est la raison pour laquelle les Russes aujourd'hui sont assez intransigeants sur la question de la Crimée. Mm. Bon, le Donbass, bien sûr, c'est techniquement aussi l'Ukraine à l'époque, mais ce qu'il y avait en Crimée, il y avait un accord particulier parce que la Russie n'était pas intervenue dans ce bras de fer entre Kiev et Simferopol. Résultat des courses, il y avait un accord qui existait entre l'Ukraine et la Russie pour que la Russie ait des troupes stationnées. Vous aviez une partie de la flotte de la mer Noire qui était stationnée à Sébastopol, et vous aviez des militaires qui assuraient le fonctionnement de la flotte, la sécurité, etc. Il y avait une autorisation jusqu'à 25 000 hommes en Crimée, donc prévue actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Et à l'époque des événements de 2014, la Russie avait 22 000 hommes sur place. Le même nombre d'ailleurs qu'il y avait de troupes ukrainiennes déployées dans dans la péninsule. Les deux étaient à 22 000. Donc voilà, donc c'est pour ça que la Crimée c'est un peu particulier parce qu'il y avait des troupes russes, mais tout à fait normal. Et pourquoi est-ce que vous avez... Donbass, par contre, il n'y avait pas d'arrangement comme ça, puisque Vladimir Poutine a systématiquement refusé, malgré les demandes d'ailleurs en 2014 déjà, des deux républiques du Donbass d'être associées à la Fédération de Russie. Poutine a systématiquement refusé. Et il a refusé, le dernier refus est venu, sauf erreur, le 15 ou le 16 février 2022, c'est-à-dire même une semaine avant l'intervention. D'accord. Mais finalement... à la question de base, pourquoi est-ce qu'on vous accuse d'être un agent du Kremlin alors? Justement, c'est un peu ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde Alors, non, c'est quand même important de revenir sur la question du Donbass parce que typiquement, il y a eu un narratif, alors qui est vraiment typiquement de la désinformation, qui a parlé des troupes russes déployées dans le Donbass. Et en 2015, vous avez le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes et le chef du SBU, d'ailleurs, les deux séparément, à 6 mois d'intervalle d'ailleurs, ont déclaré qu'il n'y avait pas de troupes russes déployées en Ukraine. Alors il y a eu des soldats, on a eu des soldats individuels qui sont venus, c'est des Russes qui sont venus aider leur famille ou je sais pas quoi, enfin, ils sont venus faire le coup de feu, comme vous aviez des Suisses qui pendant la guerre de Bosnie sont allés faire le coup de feu en Bosnie, le week-end. Voilà, c'est exactement ça qui s'est passé, mais la Russie n'a pas envoyé de troupes. Voilà, c'est ça le fond du problème. Et donc, ça a été reconnu par le chef de l'état-major de l'armée ukrainienne, et le chef du SBI a dit il y avait jamais eu, ils avaient identifié seulement 56 citoyens russes qui se battaient du côté des Ukrainiens, j'allais dire séparatistes, autonomistes. Typiquement, le mot séparatiste, par exemple, à ce moment-là, était faux. Les accords de Minsk prévoyaient une autonomie et non pas une séparation de ces oblasts. Mais typiquement, le mot séparatiste reste toujours utilisé aujourd'hui quand on parle de cette phase-là du conflit. Or, en réalité, après, ils ont voulu demander effectivement de faire partie de la Russie. La Russie a refusé. À partir de là, tout s'est fixé sur les accords de Minsk qui prévoyaient une autonomie. Donc, c'était des autonomistes et non pas des séparatistes. Et autonomie, c'est important parce que ça voulait dire que ces gens ne voulaient pas quitter l'Ukraine, mais simplement avoir un statut qui respecte leurs spécificités culturelles dans le cadre de l'Ukraine. Et ça, c'est très important. Typiquement, pour revenir à ces soldats, ces 56 soldats, vous avez un journaliste suisse d'ailleurs, ou franco-suisse, enfin bref, peu importe, qui s'appelle Philippe Zweig, qui a dit évidemment, il ne pouvait pas contredire ce que disait ce chef du SBU, alors il m'a inventé un autre chef du SBU, disant que celui qui avait dit qu'il y avait 56 ans, c'était en fait un agent soviétique, russe, qui finalement était bien chef du SBU, mais qui l'a quitté, il a été remplacé par un autre qui a le même nom, d'ailleurs, un autre qui a le même nom, et qui a pris sa place. Enfin, je une histoire qui est d'ailleurs totalement fausse. Ils avaient une différence, le nom, un était
comment, Vassil Mikhailov Hitsak, et l'autre était Vassil Sergeyevitch euh, Hitzak. Mais de nouveau, c'est une invention pure de ce journaliste. Il a tout inventé parce qu'il fallait consolider le narratif. Alors évidemment, quand les Russes eux-mêmes ont dit qu'ils n'avaient pas de troupes, alors quand vous dites que les Russes n'avaient pas de troupes, alors on dit, ah mais vous répétez le narratif de Moscou. Mais non, je ne répète pas le narratif de Moscou, je répète le narratif du chef du SBU ukrainien. Oui, mais comme personne n'écoute ou on vous trouve des artifices pour dire que ça n'a jamais été dit en Ukraine ou que même on ne le mentionne pas, du coup, il ne reste que le fait que vous dites ce que disent les Russes. Mais en réalité, les Ukrainiens ont dit exactement la même chose. Donc, vous voyez, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on a, et c'est là où nous avons une vision, et ça a été, on a vu la même chose d'ailleurs à propos de la Palestine, exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on tronque l'histoire, on vous donne que la partie qui soutient le narratif qu'on a. Mais on occulte complètement une partie de l'histoire. Donc, ce n'est pas vraiment des mensonges, mais c'est une occultation tout simplement d'une partie de l'histoire. Et en Et plus, il me semble que vous avez jamais démenti, enfin contredit le fait que c'était les Russes qui avaient attaqué l'Ukraine, qu'ils ont effectivement commis des crimes de guerre. Et il me semble que ça, c'est pas quelque chose que vous niez, non? Alors, oui et non, ce n'est pas tout à fait exact. Je dis qu'il y a eu une provocation qui a fait que les Russes se sont sentis dans la position de devoir attaquer. Exactement dans le même scénario qu'on a eu en Géorgie. Hmm. Mais quels Mais de sont... nouveau, la Géorgie, c'est de nouveau quelque chose où on vous dit que c'est les Russes qui ont attaqué, alors que vous avez des rapports de l'OSCE qui disent très clairement que les Russes sont intervenus en réaction à une action de Saakashvili contre la population de cette île du Sud. Et c'est le même scénario qui a été fait, et probablement à dessein d'ailleurs, parce qu'on en a des descriptions avant. Le problème, c'est pas tellement que c'est moi qui invente ça, c'est que les Ukrainiens eux-mêmes ont expliqué ce qu'ils allaient faire. Tout est là. Le problème, c'est qu'évidemment, ça, on le met comme on est toujours dans le même cas de figure, on écarte une partie du discours pour donner, pour valider qu'une partie. Donc, si vous voulez, et d'ailleurs, je vais vous dire, jamais personne, alors à part les inventions de M. Souaille, donc, qui a inventé des événements qui n'ont jamais existé, mais sinon, jamais personne n'a remis en question les événements que j'ai cités. On Hmm. m'a dit que j'étais pro-Poutine, que je disais ce que disait Poutine, mais les autres événements que notre presse ne dit jamais, personne ne les a jamais contestés. Mais quels sont les torts que vous attribuez à la Russie, Hugo? Or, disons, de nouveau, en 2022, il y a eu un choix à faire, il y a eu une décision qui a été prise. Alors, est-ce que c'était la bonne, est-ce que c'était la mauvaise? Je ne sais pas, mais c'est pour ça, moi, je suis simplement un observateur, je ne sais pas donner des torts. Pas plus que je donne des torts à l'Ukraine, d'ailleurs. Je ne suis pas un juge dans cette affaire, pas plus que pour les autres conflits. Je n'essaie pas de juger. Hmm. J'essaie simplement d'établir les faits. C'est de nouveau, c'est une habitude qu'on a aujourd'hui de toujours vouloir condamner. C'est-à-dire, condamner, vous ne vous condamnez pas. Vous ne condamnez pas le Hamas, vous ne condamnez pas, etc. Il faut toujours condamner. La question, avant de condamner, il faut d'abord pouvoir juger. Et pour pouvoir juger, il faut avoir une image claire de la situation. Or, et ça a été exactement la même chose pour le 7 octobre d'ailleurs. On vous a raconté un narratif complet qui aujourd'hui a été complètement d'ailleurs débunké, mais de A jusqu'à Z, pas par moi, pas par des pro-djihadistes et je ne sais pas quoi, par les Israéliens eux-mêmes, c'est-à-dire des journalistes qui faisaient honnêtement leur travail. Et c'est là qu'il y a le problème. Vous comprenez, en Ukraine, comme d'ailleurs en Israël, ces gens sont au contact du conflit. Ce conflit affecte leur vie de tous les jours. Ils ont un regard, alors bien entendu, ils ont nécessairement un regard plus partial parce qu'ils sont dans une situation où ils sont d'un côté ou de l'autre de la ligne de combat. Néanmoins, vous apercevez que ces gens ont un regard plus honnête que les journalistes de la RTS ou je ne sais pas quoi. Nous avons des propagandistes parce que le problème qu'on a ici, c'est de créer un soutien en l'occurrence Zelensky par exemple. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que les attaques contre ceux qui ont un discours
plus rationnel sur la situation. Ces attaques, d'ailleurs, augmentent en puissance avec le temps. Vous voyez, il n'y a aucun événement, vous pouvez reprendre tous mes livres que j'ai écrits là-dessus, il n'y a aucun événement que vous pouvez dire, ah, il s'est trompé. Si vous voulez faire du travail sérieux, vous lisez les livres, vous regardez les sources que j'ai, et puis là, vous venez. Et c'est pour ça que d'ailleurs, personne viendra. Enfin, j'ai fait un seul débat avec 2 professeurs d'université, eh bien, le public les a sifflés. Le problème, c'est que nos journalistes ne connaissent pas le sujet. Et là, j'étais dans le cas, je n'étais pas seul, j'étais avec Michel Colomb d'ailleurs. Nous étions 2, lui et moi, contre 2. Et vous pouvez voir d'ailleurs ce débat, il se trouve sur YouTube, avec 2 professeurs de l'Université libre de Bruxelles qui sont spécialisés sur les questions russes. Ils sont repartis en culotte courte parce que, de nouveau, c'est des gens qui ont leur information uniquement, enfin, ils ont du narratif, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de fait. Et quand vous prenez tous les faits, parce que c'est ce que je fais, je prends tous les faits, ceux qui ne dérangent pas, tout. Et c'est la seule manière, quand on est un professionnel du renseignement, mais de nouveau, un journaliste ne fait pas du renseignement, il vend un truc et il vend de l'information. Moi, je ne la vends pas. C'est la grande différence. Et le journaliste qui vend de l'information, eh bien, il vend pour vendre. C'est-à-dire qu'il doit avoir un produit attractif. Il vend du sang, beaucoup. C'est pas pour rien qu'on parle que des choses qui vont mal, du sang, etc. Excusez-moi de le dire, je sais que vous êtes journaliste aussi, et je sais que vous êtes un peu à part aussi quand même, Oui. mais le problème de la profession de journaliste aujourd'hui, c'est que c'est une profession qui vit du sang des autres, purement et simplement. Et c'est pour ça que dans mes livres, si vous lisez bien mes livres, d'ailleurs, vous verrez que les livres ne sont pas en faveur de Poutine, en faveur d'un tel ou d'un, ils sont contre les médias. C'est le leitmotiv de mes livres, c'est la lutte contre nos médias. Parce que systématiquement, les médias mensonges. Et quelquefois, le même événement est rapporté d'une certaine manière, par exemple sur la RTS ou dans le temps, et les Ukrainiens vous donnent une version totalement différente. Mais quand vous prenez la version ukrainienne, qui est plus favorable aux Russes d'une manière ou d'une autre, vous dites, alors, c'est le langage de Poutine ou quoi? Les commentaires sur le conflit, les journalistes ramènent tout à Poutine. C'est vraiment, c'est la personne qui focalise notre manière de comprendre le conflit. Et c'est une manière assez curieuse d'ailleurs d'analyser un conflit uniquement d'après une personne, un de ses protagonistes, et en fonction de la personne qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est assez intéressant d'ailleurs. Quand vous pensez, prenez le conflit par exemple en Irak. On n'aime pas Saddam Hussein, mais tout d'un coup, on se trouve que c'est lui qui est dans le rôle, je ne vais pas dire du gentil, mais quelque part, oui. Et on se trouve tout d'un coup dans une situation où c'est celui qu'on représentait comme le méchant qui en réalité a raison. Il n'était pas le gentil, mais en l'occurrence, il avait raison et qu'il n'avait pas menti. C'était la même chose avec les talibans. Exactement la même chose avec les talibans en 2001. Donc, et ça a été la même chose avec Kadhafi d'ailleurs. C'était exactement la même chose avec Kadhafi. Personne n'aimait vraiment Kadhafi, mais ce qui a justifié la guerre pour le renverser était basé totalement sur les mensonges. Et ces mensonges, en fait, alimentés, ont permis de faire le conflit, comme les mensonges concernant Saddam Hussein, etc. Puis après coup, on s'est aperçu qu'en réalité, c'est eux qui avaient raison. Donc on a fait des conflits en se basant uniquement sur le fait qu'on n'aimait pas un tel ou un tel. Et de nouveau, ça marche pour un journaliste, bon, ça c'est normal, mais pour un analyste géopolitique, ça n'est pas normal. C'est pas comme ça que vous faites. Vous regardez les faits qui se sont déroulés et je répète, regardez mes livres, lisez-les, il n'y a aucun fait que vous pouvez contredire. Je touche tous les problèmes. Il y a beaucoup de gens qui viennent, puis alors le mémorandum de Budapest, etc. Tout ça a été traité dans mes livres en long, en large et en travers. Vos questions sont parfaitement intéressantes parce que je pense que ça touche quelque chose qui est très profond aujourd'hui, pas seulement dans l'analyse des conflits, mais dans notre société.
Parce qu'en réalité, le comportement de ces journalistes, ah, vous êtes pro-Poutine ou machin, etc., et jugé uniquement d'après ça, finalement, on se rapproche des comportements qu'on a sur les réseaux sociaux entre adolescents, Mm. littéralement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun travail de fond, et je ne connais pas de journaliste d'ailleurs qui a fait un travail de fond sur la question des, du conflit en Ukraine. Et j'ai fait une conférence d'ailleurs à Vevey, qui était sur les médias d'ailleurs, où j'ai montré, j'ai pris des éléments de langage de la radio-télévision suisse et je les comparais avec ce que disaient les Ukrainiens pour le même objet. Et vous seriez surpris de voir la quantité la quantité de mensonges qu'il y a. Prenez par exemple, ça me vient maintenant, alors ma conférence était plus ancienne que ça, mais vous prenez par exemple la question des enfants qui ont été enlevés par les Russes. Alors, le fin mot de l'histoire sera dit après coup. Mais typiquement, euh, quand vous lisez la télévision suisse romande, on vous dit des dizaines de milliers d'enfants. Et je crois même qu'ils avaient mis centaines de milliers, mais je ne suis pas certain de ça. Des dizaines ou des centaines de milliers d'enfants enlevés par les Russes. Au mois de juin de cette année, lorsqu'il y a eu les négociations entre la partie ukrainienne et la partie russe à Istanbul, les Ukrainiens ont donné une liste d'enfants qui avaient disparu. Il y avait 339 enfants. Pas Mm. 1000, pas 2000, pas 10 000. Il n'y a pas des dizaines de milliers. Mais la télévision, on a complètement brodé sur un truc. Et d'ailleurs, beaucoup de ces enfants ont été retrouvés d'ailleurs en Allemagne. Donc, vous voyez, on est parti, on fait démarrer l'analyse au fait que Poutine est méchant, ou il est ceci, ou il est cela, enfin on l'aime pas, quoi. Et Mm. tout le narratif se construit sur cette seule base-là. Et de nouveau, vous m'avez parlé de crimes de guerre, tout ça, les Russes en commettent certainement, les Ukrainiens en commettent certainement, toutes les guerres ont vu des crimes de guerre et il y a des débordements dans toutes les armées. Donc, je ne vais pas pointer du doigt l'un ou l'autre, c'est certainement dans les deux. Mais on ne vous parle jamais de ceux des Ukrainiens, on vous parle toujours ceux des Russes, Et bien quand sûr, il y en on a. prend que les faits qui correspondent à notre narratif. Je veux dire, C'est exactement ça. On les prend, critiques vous qu'on l'avez vous très fait à bien dit, vous, voilà, vous avez très justement dit, on prend les faits qui correspondent à notre narratif. bah Et oui. tout le conflit est compris à l'aune de cette dimension-là. Mm. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, littéralement aujourd'hui, on est un peu plus loin que la mi-novembre 2025, et on voit que le narratif aujourd'hui entre en collision avec la réalité des faits. Rappelez-vous, on disait l'armée russe va perdre, ils ont plus de missiles, ils ont plus de microprocesseurs, ils les prennent dans les machines à laver pour les mettre dans les missiles, etc., etc. Il n'y aura plus de missiles. Rappelez-vous tous ces experts militaires qu'on a vus à la radio-télévision suisse qui disaient que les Russes n'avaient déjà plus de missiles, qu'ils n'avaient plus de troupes, qu'ils n'avaient plus rien du tout. Puis aujourd'hui, on voit que c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'en gros, cette manière de juger le conflit non pas à travers les faits, mais à travers les émotions, quel que soit ce qu'on pense des uns et des autres, fait qu'aujourd'hui, on a poussé l'Ukraine dans la situation où elle est. Mm. Et aujourd'hui, et je l'ai dit à plusieurs reprises, et vous savez d'ailleurs, je vais vous dire une chose, je fais des vidéos, tout le monde les connaît. Je me suis fait arrêter 4 fois ici à Bruxelles, dans la rue et dans des centres commerciaux, des choses comme ça, dans des magasins, 4 fois par des Ukrainiens qui m'ont remercié, ils sont réfugiés ici. Ils m'ont remercié, ils m'ont dit merci pour ce que vous faites, parce qu'au moins on a une image claire de ce qui se passe dans notre pays. Mm. 4. Mais et à part ça, puisqu'on on a cette actu chaude là, je peux aussi vous interroger là-dessus. J'ai l'impression vous vous rappelez lors de notre interview, je vous ai demandé si on essayait de préparer le peuple occidental, notamment européen, à une troisième guerre mondiale. Là, récemment, on a le chef des armées françaises qui a dit qu'on devait se préparer à voir mourir nos enfants. Euh, Enfin, pourquoi est-ce qu'on dit un truc pareil? Enfin, comment est-ce qu'on peut dire un truc pareil? Est-ce que ça fait pas partie justement de cette préparation psychologique à nous envoyer à la guerre? Disons,
Je reste un optimiste et je ne pense pas que ce soit ça. En revanche, il y a d'autres mécanismes qui entrent en ligne de compte. C'est-à-dire, c'est cette incapacité des Occidentaux à régler leurs propres problèmes. C'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Angleterre, c'est vrai pratiquement dans tous les pays européens, y compris au niveau de l'Union européenne. Et par conséquent, Vous voulez dire que c'est une façon l'idée ou c'est une idée de dire, de mais il y a une détournement? menace plus importante et donc les petits problèmes que vous avez, si vous avez pas, s'il y a trop d'impôts, eh bien c'est simplement qu'on prépare la défense pour autre chose. Je pense qu'on prépare davantage les gens à donner plus d'argent pour l'État qu'à vraiment faire la guerre, parce que je pense qu'aucun pays européen, raisonnablement, aucune armée européenne n'est raisonnablement en mesure de se sentir prête à faire la guerre contre la Russie. C'est ce que Mm. je pense. Mm. Mais, et je pense que même les Américains ne feraient pas ça. D'ailleurs, on voit que les Américains, d'ailleurs, ont une position, alors c'est peut-être lié au phénomène Trump, mais d'une manière générale, on voit sur l'ensemble du conflit en Ukraine, par exemple, que les Américains sont beaucoup plus, comment dire, prudents que les Européens. Et je vous rappelle que typiquement, déjà en novembre 2022, alors que notre ambassadeur de Suisse, qui était interviewé par la télévision sûrement disait il ne faut pas négocier avec les Russes, etc., eh bien, les Américains avaient exactement au même moment suggéré à Zelensky de commencer, ouvrir un dialogue avec la Russie. Mais ils avaient très bien compris que l'Ukraine ne pourrait pas tenir aussi longtemps. Et alors, effectivement, ça tient, si vous voulez, mais ça tient un peu par des bouts de ficelle. C'est-à-dire que on est en train aujourd'hui d'hypothéquer le futur de l'Ukraine parce qu'on brille tous les jeunes pour absolument tenir tel village, etc. Et comme disait d'ailleurs un soldat ukrainien dans une interview qu'il avait donnée dans un journal, je ne sais pas si c'est Washington Post ou le New York Times, où il disait, je ne vois pas le but de tenir un village alors qu'on sait très bien que il sera pris par les Russes dans 2 semaines. Mm. Et donc on grille cette jeunesse, mais uniquement pour maintenir le narratif d'une Russie qui doit être faible, qui est faible, etc., etc. Mais, et quand vous entendez d'ailleurs Kaya Kallas qui dit il y a 2, 3 jours, ou même peut-être une semaine maintenant, qui disait l'Ukraine est une excellente affaire parce que ça nous permet, c'est une manière comment, c'est beaucoup plus avantageux de soutenir l'Ukraine en ce moment pour avoir, c'est une manière avantageuse d'avoir une défaite de la Russie. J'entends, voilà, c'est ça. Et ça rejoint exactement ce qu'avaient dit d'ailleurs des néoconservateurs extrêmes, républicains et démocrates comme Richard Blumenthal ou Lindsey Graham et d'autres aux États-Unis qui avait dit comment soutenir l'Ukraine, c'est finalement c'est là où on a le meilleur retour sur investissement pour chaque dollar qu'on fait, parce qu'on n'a aucune vie américaine qui est déployée, qui est dépensée pour affaiblir la Russie. Mm. Donc, en clair, c'est d'un cynisme absolument effarant. Et ceux qui disent que je suis pro-Poutine sont exactement ces gens-là. C'est exactement ces gens-là. Parce que s'ils regardaient les choses objectivement, ils verraient que une analyse plus approfondie, que j'avais déjà faite en 2022 d'ailleurs, aurait dit, mais la situation ne sera pas en faveur de l'Ukraine. Donc, et Zelensky lui-même a voulu négocier au début 2022. C'est les Européens qui l'en ont empêché, n'oublions pas ça. Mm. Et aujourd'hui, il se trouve un peu pris au piège par les Occidentaux parce qu'on a voulu qu'ils se battent. Or, Zelensky avait raison, et d'ailleurs je l'ai dit à plusieurs reprises, Zelensky avait raison de vouloir discuter avec avec les Russes. Et vous vous rappelez qu'en 2019, Zelensky avait été élu sur un programme d'accord ou de compromis ou de dialogue avec les Russes, Mm. soit la population russe d'une part, soit la Russie d'autre part. Au lendemain de son élection, c'est l'extrême droite ukrainienne qui a dit s'il fait son programme, il ne perdra pas seulement son poste, il perdra sa vie. Parce Ok. on l'a menacé directement. Et parmi ceux qui ont menacé, vous avez des organisations, des ONG, dont une a été d'ailleurs en juin de cette année interviewée sur sur la chaîne belge, sur la RTBF. Mm. Alors que quand vous regardez le programme de cette même ONG
justement, le jour où le chef de l'extrême droite, Dimitri Yarosh, avait dit que Zelensky perdrait sa vie s'il exécutait son programme, le même jour de cette déclaration, qui est parue dans la presse ukrainienne, d'ailleurs, de nouveau, j'invente rien du tout, c'est pas le Kremlin, c'est la presse ukrainienne qui l'a dite, et le même jour, vous aviez cette ONG qui définissait toutes les lignes rouges que Zelensky n'a pas le droit de franchir. Or, toutes ces lignes rouges, vous regardez, c'était le programme de Zelensky. Mm. Donc, on voit qu'on a poussé l'Ukraine dans une situation inextricable, alors qu'on le savait. Tout ce qui se passe aujourd'hui avait été parfaitement prévisible. Et si vous lisez mes livres de l'époque, vous verrez que tout était déjà décrit à l'avance. C'est presque mathématique. Et on l'a fait tout simplement parce qu'on n'aime pas Vladimir Poutine. Et c'est ça qui est assez effarant dans cette histoire. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça m'est complètement égal. C'est vraiment un truc qui me fait alors. Ça ne devrait pas peser dans la balance, en effet. Ça ne devrait pas du tout peser dans la balance. Et ça devrait, de nouveau, on devrait juger les faits, on devrait juger ce qui se passe. Et si on devait juger d'après des gens, on devrait juger d'après les Ukrainiens eux-mêmes. Moi, je connais des Ukrainiens, je suis en contact régulier avec les Ukrainiens d'ailleurs. Ils me convoient absolument pas le message que ces gens qui disent qu'on est pro-Poutine disent. Et c'est pas c'est des gens qui vivent en Ukraine, donc dans la partie occidentale de l'Ukraine. Donc, on serait très surpris de voir ce que les Ukrainiens, eux, pensent. J'ai travaillé, lorsque j'étais à l'OTAN, beaucoup avec la délégation ukrainienne, puisqu'on faisait partie, comme la Suisse d'ailleurs, l'Ukraine ne faisait pas partie de l'OTAN, mais faisait partie du partenariat pour la paix, c'est-à-dire qu'on était des partenaires de l'OTAN et non pas des alliés, des pays alliés de l'OTAN. Conséquent, j'avais beaucoup de contact avec eux et j'avais remarqué que évidemment quand il y a eu le début des événements de Maïdan, la question s'est posée dans la discussion, lors de cafés, etc. Mais j'ai vu qu'ils avaient une position beaucoup plus modérée que même les Européens sur cette question. Et on voit en réalité, et quand vous avez les journalistes de la télévision suisse romande qui parce qu'on vit dans un film américain en permanence. On vit exactement dans un film américain et nos journalistes n'interviewent que les gens qui sont radicalement opposés ou radicalement pour, radicalement contre, mais jamais les gens de la rue, en fait.